Alors, dans cette deuxième partie du cours, après avoir étudié quelles étaient les caractéristiques de la domination des États-Unis dans le monde, la domination économique, la domination militaire, la domination culturelle et idéologique, eh bien, intéressons-nous à ce qui fait la puissance des États-Unis. Et tout d'abord, on peut parler pour les États-Unis d'une puissance qui est bâtie sur le territoire américain. Un territoire gigantesque, 17 fois la France, un territoire immense et exploité efficacement. Puisque ce qui fait la particularité des États-Unis, eh bien, c'est d'être un pays neuf, un pays qui a été aménagé, exploité de manière pensée, réfléchie, et afin de rendre ce territoire particulièrement efficace économiquement et propice au développement d'une économie efficace et performante. Ainsi, si l'on devait un peu symboliser cette efficacité de l'exploitation du territoire américain, eh bien, nous pourrions nous intéresser à ce type de photographie aérienne. Ici, ce que nous observons, eh bien, ce sont des champs circulaires qui se trouvent en plein désert. En plein désert, puisque effectivement une partie de l'ouest des États-Unis est constituée de désert, et ces champs, eh bien, sont en quelque sorte le symbole, ici nous envoyons alors une autre image aérienne, sont en quelque sorte le symbole, eh bien, de l'exploitation totale du territoire américain. Les Américains ont exploité leur territoire dans l'intégralité, chaque partie du territoire est utilisée au service de l'économie, et d'autre part, eh bien, chaque partie du territoire américain est spécialisée dans un domaine. Alors ici, une région de l'ouest des États-Unis, désertique, mais pourtant qui a été aménagée avec un apport d'eau pour développer une agriculture irriguée, ici la culture du maïs. Alors justement, parlons de cette agriculture, qui fait une agriculture qui est très importante aux États-Unis, puisque les États-Unis sont la première puissance agricole mondiale, et une agriculture qui est particulièrement performante car productive. Les Américains ont mis en place un système d'agriculture productiviste, c'est-à-dire dont le but est de produire le plus possible afin de vendre le plus possible et de faire le plus de bénéfices. Cette agriculture productiviste est représentée par de grandes entreprises transnationales ou multinationales, c'est-à-dire qu'on rencontre dans tous les pays du monde, comme par exemple Philip Morris pour la culture du tabac, Dole pour la culture des fruits et des légumes. Bon, Häagen-Dazs ou Ben & Jerry's sont des exemples d'entreprises agroalimentaires donc qui développent des produits alimentaires à partir de produits agricoles. Kellogg's, par exemple, pour les céréales. Heinz pour la culture de la tomate, ici avec le ketchup. Ou encore Coca-Cola ou Pepsi qui produisent à la base donc des produits qui sont d'origine agricole. Donc cette agriculture particulièrement performante, productiviste, donc qui produit le plus possible afin de vendre le plus possible, a donné donc naissance à de grands groupes industriels, de grandes multinationales industrielles qui sont présentes dans le monde entier. Alors ce qui fait la puissance également de l'agriculture des États-Unis et ce qui démontre bien ce productivisme, eh bien c'est l'existence d'entreprises comme Monsanto. Monsanto donc est une entreprise de biotechnologie qui a pour but eh bien, de renforcer la productivité de l'agriculture américaine, c'est-à-dire faire produire encore plus qu'elle ne produit déjà. Alors, cette entreprise est particulièrement critiquée à travers le monde. Ici, on peut voir par exemple une affiche contre Monsanto. Et bien justement, car cette entreprise eh bien, produit des OGM, organismes génétiquement modifiés, produit des pesticides, produit des engrais, qui ont pour but eh bien, de produire plus rapidement, de produire plus afin de faire le plus de bénéfices. Alors ce qui est critiqué à travers le monde, c'est que ces entreprises comme Monsanto eh bien, cherchent à produire plus sans se soucier exactement des conséquences de ces produits sur l'être humain et sur la nature. Donc notamment les OGM qui sont particulièrement dénoncés à travers le monde. Ici on voit une caricature qui démontre bien, eh bien les dangers éventuels des OGM, ce qui explique pourquoi les OGM, la culture OGM est par exemple interdite en France. En tout cas, Monsanto donc, est un exemple d'entreprise qui produisent des outils qui vont permettre eh bien, d'augmenter la productivité de l'agriculture américaine. Donc ce territoire américain est exploité d'abord au niveau agricole de manière particulièrement efficace et productive. Quand on parle d'agriculture, on peut aussi parler de l'élevage. Par exemple, ici, on a des images de ces feedlots. Alors les feedlots, ce sont ces énormes exploitations d'élevage, alors ici des bovins, donc des bœufs, des animaux donc qui vont être engraissés à toute vitesse, auxquels parfois on injecte des hormones de croissance pour qu'ils grandissent plus vite, pour qu'ils soient musculairement plus développés, afin de vendre la viande plus rapidement et de produire davantage. Donc un territoire exploité d'abord pour l'agriculture de manière particulièrement productive et efficace.
ce qui permet aux États-Unis d'être la première puissance agricole mondiale. Alors, la spécialisation et l'utilisation de tous les territoires aux États-Unis se remarque également par des territoires qu'on appelle les technopoles. Les technopoles comme ici la Silicon Valley. Alors la Silicon Valley est en fait un quartier, si on veut, de San Francisco où se sont développés, où se sont concentrées une multitude d'entreprises spécialisées dans un seul domaine, l'informatique, l'électronique, le multimédia. Les Américains ont ainsi créé ces technopoles, ont inventé cette idée de technopole, de spécialiser un espace dans un domaine afin de permettre de développer la concurrence, mais également de permettre le travail en commun, de permettre ce qu'on appelle des synergies, c'est-à-dire de rendre efficace le travail en commun entre les entreprises pour produire, innover, inventer sans cesse de nouveaux produits. Alors par exemple, dans la Silicon Valley, cette technopole de San Francisco, on va retrouver IBM, on va retrouver Microsoft, Facebook, Google, Yahoo, Hewlett-Packard, etc. Bref, de grandes entreprises américaines qui vont travailler au service des États-Unis dans la création de nouveaux produits. Donc là encore, les technopoles sont un exemple de spécialisation de certaines régions, de certains quartiers du territoire américain au service de l'économie. Ici, nous avons donc une photographie aérienne de ce qu'est la Silicon Valley. Donc un énorme quartier dans lequel on va trouver toutes ces entreprises qui vont travailler en commun, tout en étant en concurrence, et qui vont également travailler à proximité de grandes universités, comme par exemple ici pour San Francisco, celle de Stanford. Voilà une autre image aérienne de cette Silicon Valley. Alors, les États-Unis, c'était un pays donc qui spécialise énormément son territoire. Ici, nous observons Las Vegas, un petit peu un symbole finalement de cette spécialisation, la ville du jeu, la ville du divertissement, la ville des grands hôtels, du casino. Et donc, c'est un exemple de cette spécialisation du territoire. Là, c'est Las Vegas parce que c'est l'exemple le plus parlant, mais nous pourrions citer par exemple la ville de Détroit, qui est spécialisée dans l'automobile, où on trouve Ford, General Motors, Chrysler, etc. Ou on pourrait citer l'exemple de Pittsburgh, qui, elle, est spécialisée dans l'acier. Bref, aux États-Unis, la spécialisation est un phénomène courant qui permet d'être plus performant, d'être plus productif. Bon. Voilà ici donc pour terminer avec Las Vegas. Alors, cette idée de productivité et d'efficacité a fait que le territoire américain est organisé en zones. Zones que les Américains appellent des belts. Au nord-est des États-Unis, alors si on regarde ici dans cette zone donc qui part de ce qu'on appelle la mégalopole, la zone des très grandes villes où se concentrent des populations, des richesses et des activités importantes, donc de Boston jusqu'à Washington, cette mégalopole qui ici donc continue en rouge jusqu'à Chicago et au Grand Lac, est appelée la Manufacturing Belt. C'est le cœur historique des États-Unis. La Manufacturing Belt, c'est la zone de l'industrie où se sont développées les industries traditionnelles et une zone importante pour les États-Unis puisque c'est là où on va trouver également les plus grandes villes, la capitale, les centres de décision où on va prendre les grandes décisions mondiales. Donc, la Manufacturing Belt, le cœur économique du pays, donc se trouve au nord-est du pays. Ensuite, on va trouver d'autres espaces au sud, par exemple en Floride, au Texas, en Californie, ou ici autour de Seattle, qui sont les espaces que l'on appelle la Sun Belt. La Sun Belt, la ceinture du soleil. Donc des quartiers, des régions des États-Unis dynamiques, particulièrement innovantes, inventives, qui se caractérisent par des régions où le soleil règne et où se sont développées des activités économiques de pointe comme l'aérospatiale, l'aéronautique, l'électronique, l'informatique, etc. Bref, des industries qui aujourd'hui sont particulièrement importantes dans l'économie mondiale. Donc la Sun Belt, c'est cette ceinture qui globalement donc va partir de la Floride, aller jusqu'au Texas, la Californie et jusqu'à Seattle, donc ceinture du soleil, mais également les nouvelles régions économiques particulièrement importantes des États-Unis. Le reste du territoire, c'est ce qu'on pourrait appeler le grenier du monde, mais le grenier à blé du monde, le grenier agricole, puisque ce centre du pays, est entièrement consacré à cette agriculture performante dont nous avons déjà parlé. Donc, une agriculture productiviste qui permet aux États-Unis d'être la première puissance agricole mondiale. En bref, le territoire est découpé, divisé en de grandes zones qui chacune ont leur objectif, ont leur mission. De grandes villes sont spécialisées dans une activité, Las Vegas pour le jeu, Détroit pour l'automobile, Pittsburgh pour l'acier par exemple. Et cette organisation du territoire permet aux États-Unis d'avoir une efficacité économique, une performance économique particulièrement importante. Alors,
la puissance économique des États-Unis, eh bien, elle est également bâtie sur des villes de dimension et d'influence mondiale. En effet, quand on parle des États-Unis, on pense déjà avant tout à ces villes. Des villes qui ont une organisation bien particulière, bien différente des villes européennes que nous connaissons, des villes qui également sont plus récentes, mais qui aujourd'hui eh bien, concentrent des dizaines de millions d'Américains. Alors les villes américaines sont toujours organisées de la même manière. Au centre de ces villes, on va trouver ce qu'on appelle le CBD, le Central Business District, c'est-à-dire le quartier central des affaires, c'est-à-dire eh bien, les quartiers que l'on connaît des villes américaines, quartiers de building, de gratte-ciel, comme ici à New York, où on va retrouver eh bien, les activités de bureaux, de finance, d'assurance, les bourses, bref, les grandes entreprises. Ce sont des quartiers qui sont vides la nuit et qui sont occupés la journée par les travailleurs. Et donc c'est dans ces quartiers, dans ces CBD, que se développe eh bien, l'essentiel de l'activité économique américaine. Alors, quelle que soit la ville des États-Unis où on se trouve, on retrouvera ainsi toujours ces quartiers. Bon, ici nous sommes par exemple à Chicago, ici à San Francisco, ou encore ici à Boston. Bref, on retrouve partout eh bien, ces CBD, ces Central Business District, où vont se trouver eh bien, les activités économiques les plus importantes des villes américaines. Autour de ces CBD, eh bien, on trouve ce qu'on appelle les ghettos, les quartiers pauvres. Alors ghettos parce que ce sont souvent des quartiers qui sont organisés par nationalité, par origine. On va ainsi trouver le quartier chinois, Chinatown, on va trouver le quartier russe, le quartier italien, le quartier noir, le quartier latino. Bref, c'est pour cela qu'on parle de ghettos. Des quartiers souvent pauvres. Si l'on parle de New York, on peut par exemple parler ici du Bronx, quartier aujourd'hui latino, hispanique, ou bien de Harlem, quartier traditionnellement noir. Donc ces quartiers plutôt pauvres, assez dégradés, où vivent eh bien, les populations les plus en difficulté des États-Unis. Nous y reviendrons par la suite. Alors, ces quartiers pauvres entourent les CBD et puis plus loin, des banlieues à perte de vue. Des banlieues donc qui s'étendent sur des dizaines voire des centaines de kilomètres. Ici on a une photographie de nuit de Los Angeles, donc une ville qui fait 280 km du nord au sud, donc particulièrement étendue. Et donc ces banlieues, eh bien c'est l'image que véhiculent certaines séries ou certains films, des maisons toutes identiques, où l'on vit eh bien d'une certaine manière en communauté. Et ces populations eh bien, donc, vivent dans ces banlieues et chaque jour se rendent dans les centres-villes, dans les CBD pour aller travailler. Donc ce qui entraîne des villes particulièrement étendues, organisées en 3 parties, CBD, ghetto et banlieue. Alors comme chaque jour eh bien, les populations doivent circuler des banlieues jusqu'au centre, eh bien, ce qui entraîne le développement d'immenses autoroutes, d'échangeurs particulièrement importants comme celui-ci, donc pour permettre eh bien, de relier les différentes parties des villes. Bon, ici une autre illustration de villes s'étendant à perte de vue. Alors ces villes ont toutes la même organisation. On va trouver dans les CBD les activités qui font la puissance économique américaine, mais également eh bien, ces villes ont chacune une influence mondiale. On peut par exemple parler de New York. New York qui va concentrer à la fois Wall Street, la bourse, là où se font les plus gros échanges d'argent au monde. Ici une autre illustration de l'intérieur de Wall Street, mais on va aussi également trouver à New York le siège de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, donc chargée de garantir la paix à travers le monde, dont on voit ici l'intérieur, et ici le sigle. Mais on va retrouver également eh bien, des fonctions importantes, ce qu'on appelle les fonctions de commandement, des fonctions d'influence à travers le monde. À Washington, par exemple, avec la Maison Blanche, bien sûr, où vit le président américain, l'homme le plus puissant au monde. Le Congrès, là où sont prises les décisions politiques, où sont votées les lois américaines, avec le Capitole. Donc on voit ici une autre illustration. Ou bien encore le FMI, le Fonds monétaire international, dont l'ancien président était Dominique Strauss-Kahn, dont l'actuel président est Christine Lagarde, une autre française, mais qui est une organisation internationale eh bien, chargée de la monnaie, de l'argent à travers le monde et qui vient en aide aux pays en difficulté. On en voit ici l'intérieur. On trouve également eh bien, à Washington de grandes universités comme Georgetown, qui est une université donc, où sont formés eh bien, les futurs grands diplômés des États-Unis. Et également le Pentagone, donc le quartier général de l'armée et des services secrets américains, se trouve également à Washington. Si on parle de Boston, eh bien, on va trouver également dans une ville plus modeste eh bien, l'université d'Harvard, donc où ont été formés de grands personnages comme Bill Gates ou Mark Zuckerberg, donc Bill Gates le créateur de Microsoft, Mark Zuckerberg le créateur de Facebook, donc des universités performantes qui vont former les personnages qui feront l'activité économique des États-Unis dans l'avenir. On y trouve aussi le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui est un centre de recherche où sont faites des découvertes scientifiques qui seront mises ensuite au service de l'économie américaine.
Pour San Francisco, eh bien, on peut par exemple parler de l'université de Stanford, une université spécialisée dans les sciences, particulièrement également performante. Alors les États-Unis, donc c'est un pays performant économiquement, qui a su mettre son territoire au service de l'économie, ses grandes villes au service de l'économie, mais ça n'en demeure pas moins un pays qui a quelques faiblesses. Donc la première puissance mondiale, de loin, un pays immensément riche, mais malgré tout, une des faiblesses des États-Unis, eh bien, c'est la pauvreté. En effet, on trouve aux États-Unis près de 46 millions de pauvres, ce qui représente une partie importante de la population américaine, 1/6 de la population américaine. Donc ce qui fait qu'aux États-Unis, le chômage, d'autant plus avec la crise économique actuelle, donc le chômage est important, et une partie importante de la population vit sous le seuil de pauvreté avec une somme d'argent insuffisante pour faire vivre une famille. Il n'est pas rare aux États-Unis d'avoir des personnes qui ont plusieurs emplois. Un emploi pour le jour, un emploi pour la nuit, des emplois pour la semaine, des emplois pour le week-end, puisque eh bien, parfois les salaires sont relativement faibles et il faut travailler dans plusieurs entreprises pour pouvoir survivre. Donc la pauvreté particulièrement importante, le chômage, eh bien, permettent de nuancer un petit peu cette idée que les États-Unis sont un pays où tout le monde vit de façon riche. Aux États-Unis, il y a également des pauvres, un nombre important de pauvres, il y a beaucoup de chômage également, donc ce qui permet en quelque sorte de nuancer cette idée de force financière particulièrement importante des États-Unis. Les États-Unis sont un pays puissant, mais sa population ne vit pas forcément intégralement dans la richesse. Voilà, donc d'autres images ici symboliques de cette pauvreté un petit peu américaine. Alors cette pauvreté américaine, elle peut se trouver par exemple par la question de l'accès aux soins. Ainsi, beaucoup d'Américains renoncent à se soigner parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale. Et donc, pour se soigner, il faut avoir de l'argent. Ainsi, les 46 millions de pauvres Américains ont des difficultés à se faire soigner les dents, à s'acheter des lunettes, à se faire opérer, à obtenir une chimiothérapie pour le cancer, à obtenir des médicaments pour les maladies cardiaques, parce que ça coûte cher et que l'absence de sécurité sociale fait que aux États-Unis, eh bien, il faut avoir de l'argent pour pouvoir se soigner efficacement. Ça peut être également, on peut remarquer ces difficultés par les aides qui sont fournies aux chômeurs, qui sont beaucoup moins importantes qu'elles n'existent en Europe ou qu'elles n'existent en France. À partir du moment où on est au chômage aux États-Unis, eh bien les aides financières sont très très faibles et sont de très courte durée. Bref, aux États-Unis, donc le chômage, la crise existe, des populations vivent dans la pauvreté, bien que le pays soit le pays le plus puissant et le plus riche au monde. Voilà, donc les États-Unis, puissance dominante à travers le monde, surtout depuis la fin de la guerre froide, mais une puissance qui a su mettre son territoire au service de la réussite économique, mais une puissance également qui a quelques faiblesses.